Il est 9h02 sur Sud Radio, c'est le moment du débat du grand matin. C'est le 300e jour de conflit aujourd'hui en Ukraine et on n'en voit pas d'issue pour le moment. Jeudi dernier, Vladimir Poutine a pourtant déclaré, je cite, « Notre but n'est pas de faire tourner le conflit comme un volant d'inertie, mais au contraire de terminer cette guerre et nous aspirons à cela. Nous nous efforcerons de faire en sorte que cela se termine et le plus tôt sera le mieux. » Cette déclaration est-elle crédible? Et la question qu'on vous pose ce matin, pensez-vous qu'un accord de paix soit possible entre l'Ukraine et la Russie avant le printemps prochain? Pour l'instant, vous dites oui à 38%, non à 52%. On reçoit donc ce matin pour en parler Régis Le Sommier, grand reporter et directeur de la rédaction d'Omerta officielle, et Emmanuel Dupuis, consultant dans le domaine de la défense, de la sécurité et de l'armement, et président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, l'IPSE. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs, alors bonjour Régis Le Sommier tout d'abord, puisque Emmanuel Dupuis devrait nous rejoindre d'ici quelques instants. Commençons avec vous effectivement Régis Le Sommier, déjà plus de 10 mois donc sont passés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette semaine, le chef de la diplomatie ukrainienne a affirmé vouloir organiser un sommet pour la paix dans 2 mois sous l'égide de l'ONU. Est-ce qu'on fait face à ici une forme de tournant, en tout cas en partie dans ce conflit ? Non, il n'y a pas de... En fait, ces prospectives de paix sont énoncées par les deux parties. On a Vladimir Poutine qui, à un moment, va dire oui, va évoquer cette paix. On va avoir les Ukrainiens qui, en effet, viennent de dire que dans 2 mois, ils souhaitaient organiser une conférence sur la paix sous l'égide de l'ONU. Mais en réalité, il y a bien peu de choses qui, concrètement, sur le terrain, indiquent qu'on s'achemine vers cette voie. Et pour un petit peu comme une douche froide par rapport aux propos de Poutine, je relaterai ceux de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, russe hier à Moscou, qui dit que en effet la partie ukrainienne connaît les conditions russes et les conditions russes sont la dénazification et la démilitarisation, et si on n'y arrive pas, eh bien ce sera l'armée russe qui décidera. Donc c'est pas ce genre de phrase qui indique qu'on va vers on va se mettre autour d'une table, on va commencer à négocier, hélas. D'autant qu'on a des conditions. Alors Emmanuel Dupuis qu'on a retrouvé. Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. D'autant que les conditions de la part de l'Ukraine pour éventuellement, sous l'égide de l'ONU, parler d'un processus de paix, c'est que la Russie accepte des poursuites devant une cour internationale pour les crimes de guerre commis durant le conflit. Au final, on parle de paix, mais elle s'éloigne d'autant plus, quoi. Oui, absolument. C'est la question m'est adressée. C'est effectivement ce que Régis Le Sommier évoquait. Les conditions de paix ne sont pas réunies de part et d'autre. Je crois que l'on se paye de mots en évoquant la perspective pourtant annoncée de part et d'autre. Vladimir Poutine a évoqué la nécessité d'aller vers des négociations, et Dimitro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères, a évoqué, comme ça a été rappelé, une conférence de presse qui devrait se tenir à l'ONU, mais avec des conditions qui sont évidemment pas les mêmes côté russe, la mise en place d'un tribunal pénal international jugeant le crime d'agression, ce qui ne peut pas être jugé par la Cour pénale internationale qui ne reconnaît pas cette qualification, et évidemment le fait que la négociation se fasse sur les conditions qui sont pour l'instant irréconciliables, c'est-à-dire le recouvrement de l'intégrité territoriale pour l'Ukraine. Et la Russie ne considère pas l'intégrité territoriale de la même manière, puisque le même Vladimir Poutine, il y a quelques jours, a rappelé que les forces armées russes devaient défendre sa population, disons-le comme ça, incluant les 4 oblats qui désormais font partie de la Fédération de Russie. Emmanuel Dupuis, ça veut dire qu'on a de part et d'autre des conditions qui sont totalement inacceptables pour les deux camps. Pourquoi leur parler d'éventuels processus de paix ? Alors, de la part des Ukrainiens, c'est pour évidemment couper l'herbe sous le pied de la Russie, qui ne fait que dire la même chose, mais en ne l'appliquant pas, ou en ne voulant pas, ou en ne donnant pas les gages sincères. Donc, du point de vue ukrainien, le discours n'a pas changé depuis le début de l'offensive le 24 février dernier. La négociation ne pourra se faire que si les forces russes quittent le territoire ukrainien. Alors après, la question, c'est est-ce que cette négociation se fera si les Russes quittent le territoire ukrainien tel qu'il était considéré avant le 24 février dernier, c'est-à-dire
en mettant de côté, tels que les accords de Minsk 1 et de Minsk 2 l'évoquaient dans de possibles négociations, c'est-à-dire le territoire du Donbass et de la Crimée, où les Ukrainiens exigent désormais de recouvrer l'intégrité territoriale qui était la leur en 1991, en évidemment incluant les deux oblasts du Donbass, l'oblast de Donetsk et de Lugansk, et la Crimée, qui a été rattachée artificiellement par un référendum en mars 2014. Régis Le Sommier, ce qui compte aussi, on a parlé des chefs de la diplomatie qui ont pris la parole ces derniers temps du côté ukrainien, ministre des Affaires étrangères russe, qui prennent la parole tous les deux. Il faut parler aussi des chefs d'État, en l'occurrence Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, puisqu'ils ont leur part de responsabilité très clairement dans cet enlisement, au-delà du conflit, enlisement diplomatique. Ils jouent chacun leur partition, donc c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans il n'y a pas de trajectoire qui se croise là actuellement. Quand en fait Volodymyr Zelensky est dans le tout armement actuellement, quand il est allé à Washington, il a fait son premier voyage à Washington, c'est pour essentiellement demander des armes, ce qu'il a obtenu, et donc il y a en plus au retour pour ce qui est de laisser place à la diplomatie, le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a enfoncé le clou, c'est-à-dire en expliquant qu'il fallait que la Russie soit exclue du Conseil de sécurité de l'ONU et de toutes les instances de l'ONU. Alors ce qui est impossible en l'occurrence. La Russie dispose d'un droit de veto dont elle a largement utilisé, au cours de son histoire, mais elle dispose d'un droit de veto sur la réforme des institutions onusiennes, comme les 5 autres membres du Conseil. Donc c'est totalement impossible que ça arrive, mais néanmoins le fait que l'Ukraine l'évoque, ça veut dire priver la Russie d'une possibilité diplomatique énorme et d'un poids diplomatique énorme sur la scène internationale. Donc on n'est pas du tout dans l'idée de dialoguer les uns les autres et de mettre un terme à court terme, je dirais, à ce conflit, parce que voilà, c'est toujours en ce moment on est vraiment dans une partie de bras de fer. Une partie de bras de fer, c'est-à-dire que tout est utilisé. On a vu, les Russes se sont attaqués au système, à la structure électrique du pays et continuent à s'y attaquer. Les Ukrainiens espèrent, avec leurs armements et les armements prêtés par l'Occident, user l'armée russe. Et les drones. Enfin, tout est utilisé. C'est-à-dire qu'on est actuellement dans une phase du conflit qui est extrêmement active. Le combat pour la ville de Bakhmout, par exemple, est absolument dantesque. Avec des morts quotidiens. Voilà, il faut le rappeler. Et bien donc, Bakhmout ayant obtenu ce surnom du hachoir à viande, vous imaginez un peu ce que ça signifie en termes de pertes humaines, de blessés, de morts, etc. Donc bref, on est dans une phase encore extrêmement active et sur laquelle chacun essaye de faire plier l'autre militairement. La Russie a montré des faiblesses, mais elle s'est ressaisie. L'Ukraine, a montré qu'elle était capable de mener des contre-offensives, mais là, pour le moment, le général Hiver étant, on ne sait pas si le général Hiver il va être à la faveur des Ukrainiens ou des Russes, mais pour le moment, c'est un combat, je dirais, pouce de territoire pour pouce de territoire, avec l'utilisation de tous les armements possibles et imaginables, donc à l'exception évidemment de l'arme nucléaire, heureusement, mais on est dans une phase où chacun peut parler d'un côté ou de l'autre. L'autre n'est absolument pas prêt à accepter ne serait-ce que le début d'un commencement de paix sur les termes professés par l'adversaire. On comprend bien effectivement, Régis Le Sommier, cette situation qui n'est pas prête d'évoluer, en tout cas pour l'instant. 6 portes de sortie, il y a prochainement Emmanuel Dupuy. Alors on imagine bien plus tard que dans quelques semaines, bien sûr. Heureusement, ça sera lié à des pressions, alors en interne peut-être, au sein du pays, au sein de la Russie, et plutôt extérieure du côté de l'Ukraine. C'est là où ça se joue. Je crois que c'est un petit peu des deux. Les conditions de la paix viendront de l'avancée ou non sur le point de vue militaire. D'ailleurs, Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères, l'a évoqué en évoquant le fait que la négociation devait se faire au rythme de l'offensive militaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'arrêter cette offensive militaire, ou dit autrement, l'offensive militaire conditionne la main ou les cartes dont dispose l'Ukraine pour négocier, encore une fois, pour recouvrer les quelques 18% de territoire, 125 000
km² de territoire qui ont été conquis par la Russie depuis le 24 février dernier. Et puis de l'autre côté, les Russes négocieront sur la même base. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de consolider leur position, essayer de profiter de l'hiver pour défendre les positions qu'ils ont très difficilement conquis. Ça a été rappelé par Régis Le Sommier avec Bakhmout. On est à peu près à une trentaine de morts par jour. Ouais. Et encore, il y a quelques semaines, c'était plutôt une centaine. Donc évidemment, c'est absolument effroyable. Et pourtant, la Russie tient absolument à sa victoire, tout comme les Ukrainiens tenaient à leur victoire, qui symboliquement a été caractérisée par la contre-offensive de l'été dernier, où ils ont reconquis une partie, enfin la totalité de l'oblast de Kharkiv, une partie de l'oblast de Lugansk et Kherson. Et je crois effectivement que les Russes, les forces armées russes, sont en train d'essayer de se repositionner pour reconquérir des territoires. Alors vous parliez de semaines. Je suis pas certain. C'est surprenant parce qu'on optimiste que ça. Avant même cet hiver, on se disait la situation sera bloquée. Voilà, avec la baisse des températures, avec le froid, on sera dans un enlisement total du conflit et on se rend compte en fait que ça continue d'autant plus quoi. Il n'y a pas de pause là. Il y a deux visions de la chose. Le général Liver profite plutôt aux Ukrainiens qui partent du principe que le gel des sols leur permet d'avoir une mobilité supérieure pour leurs véhicules blindés, dont une partie a été récupérée sur les forces armées russes, notamment ceux qui ont été abandonnés à Kherson ou abandonnés ou reconquis lors de la contre-offensive de l'été dernier. Et les Russes profitent de l'hiver pour se repositionner sur leur territoire, pour renforcer leur base arrière. Lors de la dernière réunion en présence de Vladimir Poutine devant les forces armées, il a fait appel à la mobilisation sur le long terme, appelant à la mise en place d'une économie de guerre et évoquant le fait qu'il pouvait mobiliser jusqu'à 1,5 million d'hommes dans le futur format de ses forces armées. Donc d'un côté, les Ukrainiens veulent aller vite pour reconquérir des territoires. De l'autre côté, le temps joue plutôt en faveur de la Russie pour essayer de défendre les territoires qu'elle a reconquis depuis maintenant plus de 310 jours. Régis Le Sommier, je voudrais vous faire réagir aussi sur un mot qui a été prononcé par Vladimir Poutine tout récemment, lors de son discours le 22 décembre dernier, il y a près d'une semaine. Pour la première fois, il utilisait le mot guerre pour parler de ce qu'il appelait auparavant opération militaire spéciale. Un bel euphémisme. Qu'est-ce que ça nous dit finalement, ce changement en tout cas de lexique? Écoutez, jusqu'à présent, peut-être que Poutine a utilisé le mot guerre dans un de ses discours, mais la qualification de l'intervention russe en Ukraine conserve toujours l'appellation d'opération spéciale. Ce que voulait dire opération spéciale au début, on l'a interprété comme une manière de dire les Russes ne veulent pas utiliser une guerre. Il y a eu tout un débat sémantique autour de ça, mais ça veut dire pour les Russes que cette intervention était que ça n'allait pas durer. Non, quelle était. Alors, je pense qu'au départ, il y a eu une volonté claire de la part de Poutine d'essayer de tuer le jeu dès le début en encerclant Kiev et en obtenant la reddition du président Zelensky et de alors, ça ne s'est pas produit et les Russes se sont repositionnés en ayant des prétentions moins importantes. Et en se concentrant sur le Donbass pour terminer le travail dans le Donbass. Donc ils ont échoué au début, l'opération spéciale au début, qui devait, selon leurs espérances, durer peu, c'est finalement terminé en une guerre qui existe depuis déjà 11 mois. Donc je pense que il ne faut pas y voir en fait le danger si Poutine abandonne l'appellation opération spéciale, c'est que la guerre prenne une dimension qui dépasse le conflit pur entre l'Ukraine et la Russie, et qu'elle inclut des pays comme la Pologne, qu'elle inclut des pays comme les pays baltes, qui sont particulièrement actifs dans l'aide à Kiev, et que le conflit s'élargit. C'est ça le problème. Je ne pense pas personnellement que Poutine utilisait ce terme en disant ça y est, c'est une guerre totale, une guerre. On n'est pas dans un cadre de Seconde Guerre mondiale, on reste dans l'idée de l'opération, et donc l'opération, ça sera appelé opération spéciale, ça veut dire que du point de vue russe, à mon sens,
on sera dans une configuration d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine, quoi. Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta Média, on vous retrouve dans un instant. Si vous pouvez juste vous décaler un tout petit peu. Vous captez pas tout à fait très bien, si je puis me permettre. Donc on vous entende bien, effectivement, à l'antenne de Sud Radio. On vous retrouve dans un instant, Régis Le Sommier, bien sûr, en compagnie aussi d'Emmanuel Dupuis, consultant dans le domaine de la défense, de la sécurité, de l'armement, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. On vous retrouve tous les deux dans un instant. Et puis avec vous au 0826 300 300. Vous nous appelez si vous voulez réagir à ce sujet, donner votre avis. Vous êtes les bienvenus. Et à la question, pensez-vous qu'un accord de paix soit possible entre l'Ukraine et la Russie avant le printemps prochain? Vous êtes 52% à nous dire non, 38% oui, sans avis 10%. Et on a un commentaire de Liberté1 qui nous dit pas d'accord possible tant que les Russes n'auront pas quitté l'Ukraine. Et Océania nous dit oui, il y aura un accord quand les Ukrainiens et l'OTAN n'auront plus de quoi arrêter la Russie. Donc continuez de voter, de réagir, 0826 300 300. Et sur notre compte Twitter, on continuera de lire vos messages tout à l'heure. On se retrouve dans un instant, il est 9h18 sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. 9h20 sur Sud Radio, on continue notre grand débat du matin sur ces 10 mois et 4 jours de guerre en Ukraine depuis le 24 février dernier. Vladimir Poutine qui déclare jeudi dernier vouloir en finir le plus tôt possible. Mais dans les faits, selon vous, peut-on imaginer une fin de conflit et un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie avant le printemps prochain? Donc 0826 300 300, appelez-nous, on attend vos réactions pour intervenir en direct avec nous et puis aussi continuer de réagir. Et puis pour nos invités, on a vu que c'était plutôt non en tout cas. Oui, pour l'instant. On a toujours nos deux invités pour continuer d'en parler. Régis Le Sommier, grand reporter et directeur de la rédaction d'Omerta Officiel, et Emmanuel Dupuis, consultant dans le domaine de la défense, de la sécurité et de l'armement, et président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Rebonjour messieurs. Et rebonjour messieurs. Emmanuel Dupuis, l'actualité, c'est aussi le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui est attendu à Kiev ce mercredi. C'est le premier déplacement de ministre en Ukraine depuis le lancement de l'offensive russe le 24 février dernier. Quel est l'objectif d'une telle visite là aujourd'hui ? Elle est multiple. Premièrement, vous l'avez rappelé, c'est la première fois que le ministre de la Défense français vient à Kiev, alors que plusieurs autres ministres de la Défense européens s'y sont rendus. Mais il y a aussi une raison tout à fait pratique, puisque lors de la réunion, les deux réunions qui se sont déroulées en décembre dernier, en début de ce mois, à Paris, en soutien, donc pour aider à la résilience, c'était le terme de la société civile ukrainienne, la France a confirmé l'envoi d'armement ou d'une nouvelle livraison d'armement, notamment 12 canons César qui viendraient renforcer les 18 canons César que nous avons déjà livrés à l'Ukraine, avec là aussi une promesse. Le président Zelensky est allé à Washington pour récupérer une batterie de systèmes antiaériens patriotes. La France a bien confirmé qu'elle avait livré, qu'elle était en train de livrer 2 systèmes un peu différents puisque les portées sont moindres, système antiaérien, système Crotale. Avec là aussi la France qui, contrairement à ce que beaucoup de pays européens lui reprochent, continue à aider aussi militairement l'Ukraine. Aide militaire et puis Régis Le Sommier, aide financière aussi avec 2 prêts en l'occurrence accordés par la France, 300 millions d'euros en mars, 100 millions d'euros en novembre. Ça se cumule finalement à ces armements envoyés en Ukraine ? Écoutez, oui, ça fait partie de l'aide, puisque l'Ukraine souffre énormément aujourd'hui à tous les niveaux. C'est un pays qui est qui est dans une guerre sur son territoire et donc qui souffre de pénurie, qui souffre de problèmes de ravitaillement. Du point de vue, quand on compare évidemment par rapport à l'aide que fournissent les Américains, l'aide française paraît bien modeste. J'ai regardé comment un petit peu les États-Unis depuis le début du conflit ont offert 50 milliards de dollars. Oui, 50 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, dont 20 milliards en armement. Donc il faut voir aussi que là aussi l'aide est massive pour permettre à l'Ukraine de tenir. Comme je vous dis, c'est vraiment une partie de bras de fer entre les deux pays. C'est qui pliera le premier et tout est bon. On sait que la Russie est sous sanctions. La Russie souffre économiquement de ces sanctions et l'Ukraine, elle souffre du pilonnage systématique de son système électrique en plein cœur de l'hiver. Et donc, c'est une guerre d'attrition. C'est une guerre d'attrition dans laquelle on cherche à diminuer l'adversaire, à l'affaiblir
par tous les moyens. Et donc ces aides évidemment sont cruciales, et la France s'est engagée du côté de l'Ukraine. Il est tout à fait, enfin voilà, il est dans la logique que ces aides économiques, ces aides financières interviennent et qu'elles soient effectives. Régis Le Sommier, Emmanuel Dupuis, vous restez avec nous. On va au standard tout de suite. 0826 300 300, vous avez été très nombreux à nous appeler pour intervenir. On a en ligne Pierre de Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Pierre, bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez dire quelque chose justement sur ce sujet, réagir en tout cas à ce niveau-là. Oui, je pense en fait, vos intervenants ont tout à fait raison. Je crois que cette guerre va durer très longtemps. D'une part parce que je rappelle qu'en 2021, quand on sortait du Covid, et Poutine doit relancer son économie, donc il avait tout intérêt pour relancer l'économie à créer un événement, et en l'occurrence cette guerre. Il se comportait un petit peu comme les empereurs romains à l'époque, et il se comporte toujours comme ça, puisque lui, au fond, ce qui l'intéresse, c'est d'étendre son empire. Mais de notre côté, au niveau de l'Europe, on n'a pas du tout intérêt à ce qu'il y ait un affaiblissement territorial de l'Europe, et c'est peut-être pour ça aussi que on n'a pas intérêt à ce que cette guerre s'arrête. Et ensuite, côté États-Unis, mais eux vendent des armes, hein, et pour eux c'était aussi une bouffée d'oxygène d'un point de vue économique, et Biden n'a aucun intérêt non plus à ce que cette guerre s'arrête. Moi je crois que la seule chose qui pourrait arrêter la guerre, ça serait un décès prématuré de M. Poutine, ou par maladie ou par attentat, alors attentat provoqué par son propre camp bien sûr, ou alors vraiment qu'il utiliserait la bombe atomique, alors bien sûr une petite bombe atomique. Non, on l'espère pas. Oui, alors ça a été des questions avancées. Voilà, et du coup, ça provoquerait donc une réaction, je dirais, internationale, et à ce moment-là, peut-être qu'on s'attaquerait réellement à sa personne, un petit peu comme on l'a fait avec le Libyen à l'époque, c'est-à-dire que, évidemment, on essaierait coûte que coûte d'enlever son autorité et sa façon de pouvoir exercer cette guerre. Pierre, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On va faire réagir justement nos invités sur ce que vous avez pu dire à l'instant. Emmanuel Dupuis, alors sur la question de l'économie, alors je ne sais pas si vraiment ça va aider ou ça aide l'économie russe. Effectivement, cette guerre, finalement, ça l'a plutôt affaiblie. Oui, alors c'est paradoxal, puisque la Russie continue toujours à vendre des barils de pétrole et continue toujours à vendre des mètres cubes de gaz. Maintenant, elle le fait avec des contraintes. Le prix du gaz est diminué, forcément, et le prix du pétrole est désormais plafonné. En tout cas, la manière dont la plupart des pays... Poutine dit justement qu'à partir, donc ça sera du 1er février, il n'y aura plus de vente de pétrole pour les pays qui ont décidé du plafonnement. Certes, mais la Russie a quand même besoin de vendre indirectement du pétrole aux autres clients. Et puis il y a une question sous-jacente à cette affirmation, c'est que la plupart des compagnies pétrolières sont toutes assurées auprès d'assureurs en Occident, en l'occurrence sur la place financière de Londres. Donc il va être un petit peu compliqué si ces assureurs ne veulent plus assurer les livraisons, quelle que soit la destination des méthaniers ou des pétroliers, donc qui pourraient évidemment se détourner de l'Occident pour proposer plus abondamment leurs produits pétroliers ou gaziers vers les nouveaux marchés asiatiques. Alors évidemment, la question économique est une question particulièrement prégnante. Les États-Unis, je crois... a raison de souligner justement cette question économique parce qu'elle est centrale dans ce conflit aussi. Elle est d'autant plus centrale qu'une partie de l'establishment économique ne suit pas forcément Poutine. Désormais, ou ne le suivait pas dès le début. Je rappelle qu'on en est depuis le week-end dernier au 14e oligarque qui a été tué dans des conditions un petit peu mystérieuses. Tous ces oligarques qui ont trouvé la mort, à un moment donné, ont été un peu plus, disons, moins allant ou moins soutenant l'opération militaire spéciale. Par contre, là où je suis d'accord avec Pierre, on pourrait discuter point à point ce qu'il a évoqué, c'est le fait qu'il y aura une sorte de double dynamique, une implosion ou en tout cas une contrainte qui viendra de l'intérieur de la Russie sur lequel les pays occidentaux auront peu de prise. Je ne crois pas à un changement de régime qui serait imposé par l'Occident. Je ne crois pas non plus à un attentat ou la volonté d'éliminer, enfin la volonté, je ne sais pas, en tout cas la possibilité d'éliminer Vladimir Poutine. Par contre, je crois de plus en plus à des pressions
qui viendrait de l'intérieur de la Fédération de Russie, où un certain nombre de républiques très éloignées de Moscou se plaignent du fait qu'on envoie plus de leurs enfants sur le champ de bataille que les enfants de Saint-Pétersbourg ou de Moscou. Donc je crois qu'il y a un risque, en tout cas balbutiant, j'allais dire certain, en tout cas naissant, d'une sorte de hiatus entre le centre et la périphérie de la Russie, ce qui pourrait évidemment contraindre beaucoup le président russe dans la continuation de son conflit. Puis de l'autre côté, l'unité européenne est pour l'instant pas encore fissurée, malgré quelques saillies. Les Hongrois sont beaucoup plus modérés dans leur volonté d'appliquer les sanctions. Ils mettent la pression, pour ne pas dire prennent en otage un peu les institutions européennes pour voter les sanctions. Le 9e paquet de sanctions a été retardé car la Hongrie y avait mis son veto, mais pour l'instant le front tient. Et donc d'une certaine manière, tant que le front tiendra, le soutien financier sera au rendez-vous, financier et militaire. Maintenant, c'est vrai que si ce soutien financier et militaire diminue ou se réduit au fur et à mesure, ce sont des capacités militaires que les Ukrainiens auront beaucoup de mal à trouver ailleurs. Régis Le Sommier, il y a aussi cette question effectivement des démocraties occidentales, voilà, où il y a la nécessité aussi forcément d'écouter le peuple qui décide. Et d'une certaine manière, la question c'est aussi de savoir la lassitude ou non vis-à-vis de cette guerre en Ukraine, avec des conséquences économiques très concrètes. On le voit ici, pour nous, pour les Français. Ça va être aussi capital dans les semaines, les mois à venir. Je pense que c'est un point crucial que vous soulevez là, parce que c'est quelque chose qui intervient moins d'un point de vue américain. Les élections de mid-term ont eu lieu. Elles n'ont pas été si dévastatrices que ça pour Joe Biden, mais néanmoins les républicains aux États-Unis se sont de la Chambre des représentants. Mais ça ne changera pas grand-chose en mesure où la guerre en Ukraine et les conséquences de cette guerre ne sont pas sensibles aux États-Unis. Vous n'avez pas de pénurie aux États-Unis, vous n'avez pas de problème énergétique. Au contraire, ce sont les grands gagnants d'un point de vue économique de ce conflit pour le moment. Donc il n'y a pas ce côté-là. Donc c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, Volodymyr Zelensky s'appuie énormément sur les États-Unis. C'est son premier bailleur de fonds, c'est son premier soutien, et il le sait très bien. Son voyage était parce qu'il sait aussi que du point de vue européen, c'est là que se trouve peut-être le maillon faible. Et le maillon faible, il est dicté justement par les opinions publiques européennes qui ont des visions moins enthousiastes peut-être vis-à-vis du conflit ukrainien, qui souhaitent, on le voit, les sondages d'opinion souhaitent qu'il y ait des pourparlers de paix. Donc les peuples ne sont pas tout à fait au diapason de la guerre. Ils sont pas pour la prolongation de ce conflit. Et en effet, pour une raison, d'abord pour des raisons peut-être humanitaires, mais aussi surtout parce que on commence à souffrir on sait très bien que il y a la question de l'attitude qu'ont eu les gouvernements précédents et l'actuel gouvernement vis-à-vis du nucléaire, qui ont les erreurs d'aiguillage, je dirais la dépendance aux écologistes qui nous ont fait faire des choix dans notre mix énergétique qui aujourd'hui s'avère périlleux. Mais en tout état de cause, on sait que cette guerre en Ukraine, en tout cas, elle pèse sur nos économies, et elle pèse peut-être sur nos économies. Peut-être la vraie question, c'est elle pèse sur la Russie. La Russie subit des sanctions en effet, mais nous aussi, par contre-coup, par le fait qu'on disposait d'un gaz pas cher et d'une manne énergétique avec la Russie. Aujourd'hui, on l'a plus. Il y a une perturbation des approvisionnements, et ça, les gens le savent. Les gens savent très bien quelle en est la cause. Donc aujourd'hui, en effet, il y a un vrai risque du renversement des opinions ou d'une lassitude de la guerre. La différence, ça c'est une grosse différence, je terminerai là-dessus, entre l'opinion russe dont on a évoqué peut-être un retournement ou des tensions en interne, mais l'opinion russe est beaucoup plus résiliente, elle est beaucoup plus sur le long terme, la Russie est sur le temps long, et nous, on est plus fluctuants au niveau de nos opinions, on est plus sur du temps court, et ça, Vladimir Poutine le sait très bien aussi. Donc la question avec un Emmanuel Macron qui joue un peu sur les deux tableaux quand même, il y a cette aide et ce soutien à l'Ukraine assez massif, et de l'autre, il y a cette volonté de vouloir assurer des garanties pour la Russie dans le cadre d'un éventuel accord de paix, quoi. Écoutez, Emmanuel Macron a essayé de prendre une posture diplomatique française traditionnelle, d'être cette puissance médiatrice qui ne rompt pas complètement les liens avec la Russie. Vous savez qu'il s'était illustré
avec ses coups de fil à Vladimir Poutine, qu'il a tenté ou qu'il tente de réamorcer aujourd'hui avec plus de difficultés, il essaye en effet d'être dans une France qui serait force de proposition, qui reviendrait dans le jeu. Pour le moment, il faut quand même reconnaître et regarder les choses en face, ça n'a pas vraiment marché. Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta Média. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour ce débat. Merci également à vous, Emmanuel Dupuis, consultant dans le domaine de la défense, de la sécurité et de l'armement, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci pour ces échanges et puis bien sûr bonne fête de fin d'année à vous. Et merci à Pierre de Toulouse aussi qui nous a appelé. Effectivement, Pierre, avec un point de vue très intéressant sur la question économique, c'est vrai que c'est central aussi dans ce conflit. On conclut avec les résultats définitifs du vote de la question du jour qu'on posait sur Twitter. Pensez-vous qu'un accord de paix soit possible entre l'Ukraine et la Russie avant le printemps prochain? Non à 52%, oui 38%, sans avis 10%. Avec 2 commentaires Xor qui nous dit tout dépendra des États-Unis. Donc en effet, on en a parlé. Et puis Corinne, personne ne le veut. La seule solution est d'arrêter d'aider l'Ukraine pour que Zelensky n'ait plus de choix et que Poutine soit rassuré. Bon, chacun a son avis et ça fera peut-être débat au soir du 31 décembre pour le réveillon. À suivre en tout cas. 9h35 sur Sud Radio. On reste ensemble, bien évidemment. Dans quelques instants, on va se faire plaisir. Comme une en fête, les plus beaux détours de France avec Xavier Louis. Et on sera en l'occurrence du côté des communes qui valorisent l'art de la table. À tout de suite sur Sud Radio.